Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que tout roule pour vous, que la santé est là et que la vie vous sourit. Alors oui, on va faire simple, brut, sans filtre. Ici, pas de veste bien repassée, pas de nœud, papillon chic, encore moins de cravate étouffante. On a mis de côté l'emballage brillant pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, le message. C'est dans cette tenue décontractée avec nos barbes de tous les jours, nos habits sans prétention que nous venons vous parler. Parce qu'il n'y a rien de plus authentique que d'aborder des sujets incroyablement sérieux dans la peau de citoyens algériens, tout ce qu'il y a de plus normaux face à une situation nationale qui, elle, est tout sauf ordinaire. L'Algérie, c'est pas juste un pays, c'est un phénomène. Et ce qui s'y passe mérite bien qu'on en parle même sans costume 3 pièces. Bon, tenez-vous bien parce que là, on entre dans le domaine du spectaculaire. Ce n'est plus juste extraordinaire, c'est du grand art politique. Figurez-vous que lors d'un tête-à-tête avec Louisa Hanoun, on a appris quelque chose de savoureux. Elle raconte très posément qu'Abdidoun serait furax. Et pourquoi donc? Eh bien parce que ce cher Abdidoun vient tout juste d'ouvrir les yeux. Révélation choc, on l'a mené en bateau, des infos trafiquées, des rapports bidonnés, des notes traficotées. Bref, il a été baladé comme un bleu. Et résultat, il a pris des décisions en se basant sur du vent, du faux, de la pure manipulation. Mais attendez, la suite est encore plus croustillante. Voilà qu'on nous sort enfin ce que nous on claironne depuis 5 ou 6 ans déjà. Oui, vous avez bien entendu. Ce qu'on dénonçait hier est aujourd'hui admis, mais on ne va pas jouer, Léon vous l'avait bien dit. Ce n'est ni l'heure ni le sujet, parce qu'au fond, ce n'est pas notre ego qui compte, c'est pas une question de fierté personnelle. Ce qui importe, c'est l'Algérie. Ce pays qui mérite mieux que les querelles de personnes. L'Algérie avant tout, l'Algérie au centre. Le reste, c'est secondaire. Alors maintenant que c'est dit noir sur blanc, que même Abdidoun admet qu'il s'est fait rouler dans la farine qu'on lui a vendu des balivernes en paquet cadeau, il serait peut-être temps de se poser les vraies questions. Parce que si manipulation il y a eu, il y a forcément un marionnettiste derrière le rideau, qui l'a enfumé, qui l'a noyé sous de fausses notes, qui lui a soufflé des décisions sur la base de récits cousus de fil blanc, qui a transformé les faits pour mieux le tromper, bref, qui a pris Tebboune pour un pion dans son propre échiquier. Voilà le vrai sujet. Et ce n'est plus une supposition, c'est devenu une nécessité nationale, il faut faire la lumière là-dessus. Et dans un état digne de ce nom, un président berné, c'est synonyme de ménage en profondeur. Il y a des têtes qui tombent, des responsabilités qui sont établies. Mais voilà le hic, c'est que Tebboune lui semble préférer fermer les yeux, écarter les coupables, faire le tri dans son cercle rapproché. Très peu pour lui, il donne l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que les langues se délient. Abdelkader Bengrina l'a dit ouvertement, d'autres figures politiques l'ont déjà martelé, continueront de le faire, et ce n'est qu'une question de temps avant que Louisa Hanoun elle-même ne le formule aussi clairement. Ce silence ne tiendra pas éternellement. En Algérie, on a inventé un tour de passe-passe redoutablement efficace. Plus on répète le mensonge, plus il devient une vérité officielle. Et pendant qu'on entretient ce cirque, devinez quoi? Le pays s'enfonce doucement mais sûrement dans une spirale de sous-développement et de blocage chronique. Bien sûr, ce n'est jamais la faute du président. Lui, c'est l'innocent dans l'histoire. Le brave, le pur, l'intègre. On lui aurait menti, trahi, manipulé. Presque un saint tombé dans une cour de serpents, mais alors qui sont ces vipères? Ah, facile, les ministres. Toujours les ministres. C'est devenu le punching ball préféré du système. On leur colle toutes les erreurs, tous les échecs, toutes les trahisons. Le concept de « bandou », c'est ça, porter sur le dos toutes les fautes des autres. Le bouc émissaire parfait, il pleut, c'est la faute des ministres. L'économie va mal, les ministres. Il y a une panne de courant, encore eux. Sérieusement, stop avec ce disque rayé. Et pourtant, ce discours-là, c'est une fable. Un mensonge repeint avec un autre plus gros, plus criard. Ceux qui enfument Tebboune ne sont pas assis au gouvernement, non. Les vrais artisans de l'illusion sont à quelques mètres de lui dans son ombre, ses conseillers, son cercle rapproché. Ce sont eux qui l'enferment dans une bulle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets en tant que compatriote, presque comme un fils qui parle à son père ou à son grand-père, de lui souffler ce conseil. Une seule fois, écoute-nous. Parce que paradoxalement, ce sont ceux qui sont le plus loin de ton bureau qui t'ont dit le plus de vérité, et ceux à portée de voix, ce sont eux qui t'ont bercé d'illusions. Monsieur Tebboune, si vous tenez à votre deuxième mandat, si vous espérez ne pas finir comme une note de bas de page embarrassante dans les livres d'histoire,
Alors il n'y a pas 50 solutions, il faut couper les liens toxiques. Il faut faire le ménage autour de vous. Urgemment. Sinon, votre nom ne survivra pas au jugement du temps, parce que le tribunal de l'histoire, lui, ne fait pas de cadeaux. Il ne connaît ni l'amitié ni la loyauté mal placée. Il ne distribue pas de seconde chance. Et tant que vous continuez à faire croire aux élites politiques que tous les maux du pays viennent des ministres, vous êtes dans l'illusion totale. Ce récit-là ne tient plus. Il est faux, archi-faux. Le vrai virage catastrophique pour l'Algérie, il s'est joué le 26 septembre 2023. Ce jour-là, un décret, le 33-331, a été signé. Un simple bout de papier, mais aux conséquences gigantesques. Ce décret a redessiné l'architecture même du pouvoir. Et avec lui, les conseillers présidentiels, et en particulier le directeur de cabinet Bouanem, ont été propulsés à un niveau d'influence totalement délirant. À partir de ce moment-là, un gouvernement fantôme s'est installé à El Mouradia. Pas élu, pas responsable devant personne, mais omniprésent. Ce n'était plus la présidence, c'était un État parallèle. Et ce système-là, il vous consume lentement, Monsieur le Président. Qu'on arrête une bonne fois pour toutes de faire semblant, ce ne sont ni les ministres, ni le Premier ministre qui tiennent les rênes de l'Algérie. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Prenons un exemple concret, souvenez-vous de Nadir Arabaoui. Oui, celui qui, sur le papier, a occupé le poste de Premier ministre pendant près de 2 ans, de novembre 2023 à août 2025. Mais dans les faits, c'est une silhouette, une ombre, invisible, inaudible, inattaquable. Il est parti comme il est venu dans le silence absolu. Aucun scandale, aucune prise de position, aucune trace, qui peut même citer une seule décision qu'il aurait prise. C'est dire à quel point la fonction de Premier ministre aujourd'hui n'est plus qu'un décor. Et pourquoi cette disparition en plein jour? Parce que le vrai centre du pouvoir ne se trouve ni au Parlement, ni à Matignon local. Non! Tout se joue derrière les murs bien gardés d'El Mouradia. C'est de là que se prennent les décisions, que se trament les dossiers, que se dessine le destin du pays. Pas un mot ne sort sans validation, pas un mouvement sans feu vert. Même au sommet du régime Bouteflika, quand l'aura du pouvoir atteignait des sommets, jamais le contrôle n'avait été aussi centralisé qu'aujourd'hui. Ce n'est plus une présidence, c'est une forteresse d'où tout rayonne, d'où tout est verrouillé. Et Tebboune en est le cœur, mais aussi le gardien. Tebboune n'a pas juste renforcé la présidence, il l'a transformée en tour de contrôle unique de tout l'appareil d'État. Il a absorbé chaque parcelle de pouvoir. Gouvernement décoratif, Premier ministre fantôme, services de renseignement réduits au silence. Même l'état-major militaire jadis influent s'est vu relégué au rang de partenaire secondaire limité à quelques discussions sur la sécurité et les affaires militaires avec le chef suprême. Pour le reste, économie politique, justice, liberté publique, vie civile, gestion locale, tout est verrouillé, centralisé, présidentialisé. Le pouvoir, il ne circule plus, il est figé entre les mains d'un seul homme. Et ne cherchez pas de figure forte dans ces premiers ministres, car il n'y en a jamais eu. Pas de leader charismatique, pas de technocrate brillant, pas de stratège capable de rayonner. Pourquoi? Parce qu'un autre pouvoir plus sournois, plus discret, règne en maître depuis les coulisses, celui du cabinet présidentiel d'El Mouradia. C'est là que résident les vrais commanditaires de l'État parallèle. Ce ne sont pas les ministres qui soufflent les décisions, ce sont les conseillers des noms. Oh, on peut les citer Kamel Sidi Saïd, Mohamed Yara Abdalatif, Bekim Bouanem. Ces hommes-là n'envoient pas de mémos. Ils décrochent leur téléphone, appellent directement les ministres ou leurs assistants et leur dictent la marche à suivre. Dans ce schéma-là, un ministre n'est plus qu'un figurant obéissant dans une pièce dont il ne connaît même pas le scénario. En Algérie, c'est simple, les ministres n'obéissent pas à leur premier ministre. Non, ils attendent le coup de fil venu d'en haut. Et quand je dis d'en haut, je parle bien sûr du palais présidentiel. C'est là que les ordres tombent. Pas de Matignon, pas de chef du gouvernement, non. Directement d'El Mouradia. Et ça, ce n'est pas une rumeur de café du commerce. C'est Nadir Arabaoui lui-même, ancien Premier ministre, qui l'a répété sur tous les tons. Il s'en est plein, agacé, révolté même. Parce qu'à chaque fois qu'il pensait tenir les rênes, les fameux conseillers de Tebboune venaient les lui arracher. Le vrai patron, ce n'est pas le Premier ministre, c'est Bouanem. Oui, le directeur de cabinet. Lui, il signe, il tranche, il oriente. Même les dossiers sensibles venus d'investisseurs étrangers, blocage, litige, plainte contre l'administration, passent par ses mains. Même les enquêtes de sécurité sur les hauts responsables du pays, encore lui. En résumé, tout ce qui compte, tout ce qui pèse, tout ce qui peut bloquer ou débloquer un pays entier,
se gère depuis un bureau feutré au fond du palais présidentiel. Et pendant ce temps-là, le Premier ministre, il attend sans nouvelles. Aujourd'hui, les grandes institutions de l'État algérien ne sont plus que des coquilles vides, leurs fonctions régaliennes dissoutes, leurs missions détournées, leurs pouvoirs confisqués. Tout cela au profit d'un système officieux tapi au cœur du palais présidentiel d'El Mouradia. Oui, un véritable gouvernement fantôme s'y est installé, dictant l'agenda national dans l'ombre. Et pourtant, à l'époque de Bouteflika, malgré toutes les critiques, les choses étaient un peu différentes. Il y avait bien quelques conseillers influents, certes, son frère Saïd en tête. Mais même lui ne faisait pas d'ombre aux ministres phares de l'époque. Des figures comme Ouiyahia Selal Yazid Zerouni à l'intérieur, ou encore Lamamra aux affaires étrangères, ces hommes-là avaient du poids. Ils échangeaient directement avec le président ou son entourage, prenaient des décisions, exerçaient un pouvoir réel. Ils n'étaient pas là pour décorer. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On assiste à un ballet de chaises musicales absurde. Un ancien ministre des startups devient ministre de l'Agriculture. Un ex-chargé de la formation professionnelle atterrit à l'information. Celui des transports se retrouve à l'intérieur et ainsi de suite. Les portefeuilles tournent, les noms changent, mais le scénario reste le même. Les ministres sont traités comme des pions interchangeables. Et rares, très rares, pour ne pas dire inexistants, sont ceux qui peuvent parler à Tebboune en direct sans passer par l'épais rempart de son cabinet. En vérité, même le président est verrouillé par sa propre équipe. Tebboune n'est plus le maître à bord, il est littéralement pris en otage par ses propres gens. Son erreur. Une confiance aveugle accordée uniquement à son cercle rapproché, à ses conseillers qui gravitent autour de lui à El Mouradia. Il a érigé autour de lui une citadelle, un bastion infranchissable. Et à force de s'y enfermer, il s'est coupé du reste du pays, de son propre gouvernement et de toutes les institutions républicaines. Résultat, le seul prisme à travers lequel il perçoit la réalité, c'est celui de ses conseillers. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il croit comprendre du pays lui est filtré, mâché, transformé par cette garde rapprochée. Des rapports lui sont envoyés par des ministres, très bien. Mais avant d'arriver jusqu'à lui, ces documents passent entre les mains des gardiens de la forteresse. Et là, c'est la magie, on modifie, on réécrit, on falsifie, on interprète à sa sauce. Parfois même, on appelle les ministres directement pour leur ordonner, au nom du président, de corriger un chiffre, d'amender une analyse ou de reformuler une conclusion gênante. Mais le plus absurde dans tout ça, c'est que ces ministres obéissent en pensant que ces ordres viennent de Tebboune lui-même. Ils ne peuvent pas vérifier. Le Premier ministre non plus. Et tout le monde continue à faire semblant que c'est le président qui pilote le navire, alors qu'en vérité, c'est son équipage qui tient la barre. En vérité, il suffit d'ouvrir un dossier n'importe lequel pour comprendre que Tebboune ne décide pas de grand-chose. On pourrait aligner des centaines d'exemples, mais prenons un cas simple, les affaires judiciaires. Aucun ordre ne vient de lui. Zéro directive, rien. Ce sont ses conseillers qui orchestrent, qui initient, qui influencent. Et ils le font en totale roue libre. Ils agissent seuls sans rendre de compte comme s'ils avaient une carte blanche, mais ce n'est pas tout. Une fois qu'ils ont manipulé le terrain, brouillé les pistes, créé leur propre version des faits, ils vont voir Tebboune pour lui servir un récit bien emballé, bien ajusté à leurs intérêts, une réalité trafiquée sur mesure, et lui convaincu qu'il a entre les mains une vérité brute, l'accepte sans broncher. Pourquoi? Parce que sa confiance est totale, trop totale, et surtout parce qu'il n'a mis en place aucun système pour contrôler, recouper ou questionner ce qu'on lui rapporte. Résultat, le président se retrouve dans une impasse. Il est enfermé non pas entre quatre murs, mais dans une prison d'illusions. El Mouradia est devenu sa cellule dorée. Il ne voit que ce qu'on veut bien lui faire voir. Il n'entend que ce que ses conseillers choisissent de lui faire entendre. On lui lit les rapports qu'on veut qu'il lise, on lui montre un pays qui n'existe que dans les PowerPoints soigneusement filtrés. Ce qui sauve encore un peu le naufrage présidentiel, c'est la famille. Oui, vous avez bien entendu, le dernier cordon avec la réalité, ce sont ses proches. Elias Khalid et surtout Mohamed Tebboune. Sans eux, certains faits n'atteindraient jamais les oreilles du président. Et n'oublions pas, son épouse, Madame Tebboune, joue elle aussi un rôle discret mais crucial. Car à défaut de pouvoir passer le mur de béton armé qu'est le palais d'El Mouradia, certaines personnes contournent le système en passant par la maison. Et oui, dans l'Algérie d'aujourd'hui, il y a deux portes d'accès à la présidence, celle blindée, verrouillée, gelée par les conseillers,
et celle plus intime que représentent les membres de sa famille. Le président lui voit encore ses enfants, dîne avec son épouse, partage quelques moments hors protocole. Et c'est souvent dans ces instants privés que lui arrivent en douce des vérités qui n'auraient jamais franchi les filtres officiels. Car accéder à la forteresse aujourd'hui, c'est mission quasi impossible. À moins d'être adoubé par les conseillers. Et même là, ce n'est pas gratuit, il faut parfois savoir dire merci, avec des services, des cadeaux ou quelques faveurs bien placées. Voilà le prix d'une audience. Voilà l'état du pouvoir. Le vrai poison du système Tebboune, c'est cette double emprise qui l'étouffe chaque jour un peu plus d'un côté ses conseillers, de l'autre sa propre famille. Et ce n'est pas qu'une formule. Ce sont ses proches eux-mêmes, enfants, gendres, beaux-frères, même ses filles, qui viennent parfois lui souffler la vérité. Papa, il s'est passé ci, il s'est passé ça, dans telle région, dans tel secteur, mais personne ne t'en a parlé. Car oui, il faut que ce soit la famille qui vienne lui ouvrir les yeux, faute d'un appareil officiel, capable de lui transmettre l'état réel du pays. Et quand il apprend enfin certaines choses par ce canal familial, il réagit, il tente de corriger. Mais c'est là qu'un autre phénomène s'installe. D'un côté, le pouvoir devient familial, presque dynastique, et de l'autre, il s'enferme dans une logique clanique fermée, verrouillée. Tebboune ne dirige plus, il subit. Il est piégé entre deux noyaux d'influence, les siens et les siens. Alors quand quelqu'un parvient à le rencontrer, comme cette femme qui a discuté 4 heures avec lui, c'est un événement en soi, parce que le président ne voit plus la vraie Algérie. Heureusement, les réseaux sociaux percent un peu le brouillard. Il nous voit parfois, il nous entend parfois. Mais encore faut-il passer les murailles de ses conseillers, ces fameux manipulateurs de l'ombre, qui lui répètent en boucle « Abd ne l'écoute pas ». C'est un agent des Marocains, des Français, du Qatar. Il est acheté, il te veut du mal. Tes opposants sont des imposteurs, pas des patriotes. Et voilà comment on construit un président contre son propre peuple. Quand on entend la même chanson en boucle 24 heures sur 24, difficile de ne pas finir par y croire. Et Tebboune, à force d'être enfermé dans son petit cercle d'initiés, a fini par avaler tout ce qu'on lui souffle. Il écoute, il gobe, il adhère, il est vieux, un brin candide. Certes, il est rusé quand il s'agit d'intrigues, de petits jeux de coulisses, mais il lui manque une chose essentielle, la finesse tactique, ce 6e sens politique que possédait un Bouteflika ou même un Boumedienne. Ces anciens présidents avaient un esprit critique aiguisé. Ils ne se contentaient pas d'une seule version des faits. Ils demandaient des rapports croisés, consultaient au-delà de leur entourage immédiat, confrontaient les points de vue, écoutaient les voix dissonantes. Ils savaient se sortir de leur bulle. Bouteflika, lui, n'était l'otage ni de ses proches, ni de sa famille. Il écoutait, il lisait, il remettait en question. Tebboune lui s'en remet entièrement à ceux qu'il pense loyaux. Il ne vérifie rien, il ne doute pas, il ne demande aucun contre-rapport. Et quand il réalise qu'on l'a berné, il pique une colère. Il boude, il crie, il menace, il passe un savon à tel ou tel conseiller, mais ça ne dure jamais. Quelques semaines plus tard, tout est oublié, tout est pardonné. Le seul qui a été véritablement écarté, c'est Mohamed Bouaquez, son ex-directeur de cabinet. Mais même cette affaire-là sent la guerre de clans à plein nez plus qu'une véritable sanction morale ou politique. Car en réalité, Tebboune ne punit pas, il refuse de le faire. Pourquoi? Parce que ses collaborateurs actuels, ce sont ceux qui l'ont accompagné dans ses pires moments lorsqu'il était politiquement isolé entre 2017 et 2019, quand son fils était en prison ou durant la campagne chaotique de 2019. Il agit par loyauté affective, il gouverne, avec le cœur, pas avec la tête. Chez Tebboune, le cœur l'emporte sur la raison. Il fonctionne à l'affect, pas à l'analyse. Dans sa tête, la loyauté vaut tous les CV du monde. Ce sont ceux qui ont été là dans les moments difficiles, ceux qui m'ont tendu la main quand j'étais au plus bas. Je ne peux pas les lâcher. J'ai besoin d'eux. Voilà comment il pense. Peu importe qu'ils soient incompétents, corrompus ou inefficaces, ils lui sont fidèles et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Du coup, des critères comme la compétence, l'intégrité ou encore l'efficacité, mis au placard. Ils ne servent pas à évaluer ses proches. Et c'est là que réside le nœud du problème algérien. Alors non, ce ne sont pas les ministres qu'il faut accuser. Même si vous parachutiez à Alger les meilleurs technocrates de la planète, même si vous formiez un gouvernement composé des élites les plus brillantes du monde, il ne pourrait rien changer. Pourquoi? Parce que tout est bloqué en amont. Il se heurterait immédiatement au mur invisible du système bis, ce pouvoir parallèle qui gravite autour du palais présidentiel.
Un cercle fermé opaque qui manipule et qui influence directement le chef de l'État. Tant qu'on n'ose pas nommer cette réalité, tant qu'on n'a pas le courage d'affronter ce dysfonctionnement structurel avec lucidité, l'Algérie ne pourra pas guérir. Le pays restera piégé dans ce cycle où gouvernance rime avec loyauté aveugle et où la maladie continue de ronger l'État de l'intérieur.